que je n'ai pas poursuivi mes pensées sur le sujet dont j'avais parlé, surtout, euh, surtout sur la préprogrammation de l'être humain et comment pourrait-on devenir après notre naissance, quel chemin peut-on prendre, est-ce qu'on a le choix ou pas. Pour cet épisode, je voudrais bien étaler une première leçon très intéressante de Michel Lacroix. Ce sont les vertus de l'action. Une première alternative se présente à moi. J'ai le choix entre deux manières d'être. Je peux chercher à me réaliser par une détente de mon être ou par une mise en tension de mon être. Je peux être dans le lâche-prise ou au contraire mobiliser mon énergie. Je peux privilégier le repos ou le mouvement. Pour parler de façon plus classique, je peux avoir face au monde une attitude contemplative ou bien une attitude active, le règne de la vita contemplativa. Afin de mettre en relief l'opposition de ces deux styles d'existence, situons-les d'abord dans une perspective historique, considérons les 3000 ans de notre histoire. On distingue aisément deux grandes périodes dans l'évolution des idées et des mentalités du monde occidental. Schématiquement, on peut dire ceci: l'Antiquité, le Moyen Âge et l'âge classique jusqu'au XVIIIe siècle constituèrent une première période relativement homogène au cours de laquelle c'est indiscutablement la première option qui a été privilégiée. Au cours de cette période, la vita contemplativa était considérée par la plupart des philosophes, des sages, des moralistes, des maîtres spirituels comme ayant plus de valeur que la vita activa. Elle était jugée plus profonde, plus riche, plus épanouissante. Voyez par exemple le sage antique. Ce dernier était essentiellement un contemplatif, ainsi que le montre très bien Platon dans le mythe de la caverne, qui est au fond une allégorie de la réalisation de soi. Platon explique que le sage doit quitter le monde ténébreux de la caverne afin de s'élever par degrés vers ce qu'il appelle le ciel des idées. Or, que fait ce sage une fois qu'il est parvenu dans le monde de la transcendance? Il contemple les vérités éternelles. Pour Platon, la contemplation répondait donc aux plus hautes aspirations de l'homme. Il constituait sa véritable destination. Il était la clé de la réalisation personnelle. Seulement, pour pouvoir se consacrer ainsi à la vita contemplativa, il fallait bénéficier de conditions particulières. Le sage antique avait besoin de loisirs, que les Grecs appelaient cholé. Il avait besoin d'être dégagé de l'obligation du travail, lequel, dans cette économie antique, encore fondée principalement sur l'agriculture et l'artisanat, était de nature manuelle. Les anciens estimaient donc, tout à fait logiquement, que le travail manuel était incompatible avec la sagesse. Aristote l'affirme de façon catégorique dans la politique. Le travail manuel empêche l'individu de parvenir à la perfection. Sous l'Antiquité, on le sait, c'étaient les esclaves qu'on chargeait d'accomplir les travaux manuels et, justement, on déniait à ces esclaves, à ces esclaves la qualité d'homme. Ils étaient considérés comme une population quasiment infrahumaine. D'après les critères de la sagesse antique, les esclaves étaient
si l'on peut dire interdits de réalisation personnelle, non pas tant en définitive à cause de leur statut d'esclave qu'en raison de l'obligation qui leur était faite de travailler de leurs mains. Cette prééminence de la vie contemplative s'est maintenue tout au long du Moyen Âge. Dans leur échelle de valeur, les femmes et les hommes du Moyen Âge plaçaient le moine, le clerc et le mystique, c'est-à-dire ceux qui se vouent à la contemplation, plus haut que le chevalier exerçant le métier des armes, et a fortiori plus haut que le paysan, l'artisan ou le négociant. Il est vrai que, par ailleurs, dans cette époque profondément imprégnée par le christianisme, le travail jouait un rôle important, rôle qui découlait en droite ligne de la théologie de la rédemption. Le clergé insistait sur le fait que, conformément à l'enseignement de la Bible, il fallait travailler à la sueur de son front, en réparation de la faute commise par Adam et Ève. La vita activa constituait donc un élément incontournable de la condition humaine. Mais ce régime de vie laborieuse qui résultait du péché original n'était qu'une étape transitoire de la destinée humaine, car du point de vue de cette même théologie chrétienne, la fin de l'existence humaine, autrement dit le terme du processus d'épanouissement de l'homme, était d'entrer dans le royaume de Dieu, avec des majuscules. Une fois franchi le passage de la mort, l'aboutissement ultime et glorieux de notre destinée consisterait à ressusciter dans la Jérusalem céleste. Or, dans cette vie surnaturelle, la créature humaine se verrait à jamais libérée de l'obligation du travail qui avait été attachée à sa condition terrestre. Il lui deviendrait enfin possible de s'abandonner dans une sorte de lâche-prise sublime au face-à-face avec son Créateur. Fait significatif. Au sein des ordres monastiques médiévaux, la primauté des contemplatifs était bien établie. La piété de Marie, qui selon l'Évangile se contente de regarder Jésus et d'écouter ses paroles dans une espèce de ravissement, était tenue pour un modèle de piété supérieure à celle de Marthe, laquelle s'active et s'affaire autour du Seigneur. L'Évangile soulignait cette supériorité, si Marie l'étend dans saint Luc qui a choisi la meilleure part. La prééminence de la vie contemplative subsista jusqu'au XVIIIe siècle. Dans son grand livre sur l'idée de bonheur, au XVIIIe siècle, l'historien des idées Robert Mosy remarque que, d'une façon générale, le repos était préféré au mouvement comme source du bonheur à l'époque des Lumières. Rien n'est plus instructif à cet égard que la lecture de la 5e promenade des rêveries d'un promeneur solitaire, de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Rousseau y fait le récit d'une expérience existentielle qui n'avait jamais été décrite jusqu'alors en des termes aussi précis. Au cours de l'année 1765, Jean-Jacques, qui a alors 53 ans, séjourne pendant près de 2 mois seul sur l'île Sainte-Pierre, située au milieu du lac de Bienne, partageant ses journées entre la promenade, le farniente au bord de l'eau et l'herborisation, une de ses grandes passions avec les musiques. Rousseau découvre que l'on peut atteindre une forme de plénitude d'existence dans l'inaction. On peut, affirme-t-il, s'élever à un maximum de vie dans et par l'oisiveté. Au milieu de cette nature solitaire, l'âme se repose tout entière, écrit-il, et n'éprouve aucun sentiment de privation, de jouissance, de plaisir, ni de peine que celui de sa seule existence. Pendant ces 2 mois, qui eurent tant d'importance dans la vie de l'écrivain et qui restèrent profondément gravés dans sa mémoire, Rousseau parvint à se maintenir dans un état psychologique particulier, rare, précieux, que l'on peut définir comme le pur sentiment d'exister, sans désir, sans passion, sans projet. De quoi jouit-on dans une pareille situation? Demande l'auteur. De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence.
Et c'est là qu'en fit Rousseau le gage même du bonheur. Je compte ces 2 mois pour les plus heureux de ma vie, conclut-il. Lecteur, hâtez-vous de vous plonger dans la 5e promenade des rêveries. Peut-être êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement se tourner vers les philosophies de l'Orient, le bouddhisme, l'hindouisme, le yoga, le, le taoïsme, pour trouver le secret d'une vie tranquille, sereine, apaisée. Certes, l'Orient recèle d'inestimables richesses, mais en lisant les rêveries, vous découvrirez que nous avons nous aussi des trésors de sagesse. Nous avons à portée de la main, dans notre culture occidentale, ce que nous allons si souvent chercher ailleurs. Des écrivains, des maîtres à penser, des sages qui ont beaucoup à nous apprendre sur la méditation, le lâche-prise, la présence, elle ici et maintenant, la vie intérieure. La vie sous tension. Mais revenons à notre parcours historique. Durant la longue période qui s'étend de l'Antiquité au XVIIIe siècle, la vita contemplativa constituerait la voie royale vers le développement personnel. Or, tout a changé à partir du XIXe siècle. On est entré alors dans une deuxième période. Un renversement de la hiérarchie traditionnelle s'est produit. La vita activa est passée au premier plan. Le XIXe et le XXe siècle peuvent être considérés à cet égard comme l'apogée de la tension de l'être, conçue comme moyen de la réalisation de soi. Comment s'y manifester ce renversement de valeur? Et pourquoi a-t-il eu lieu? Il s'est manifesté d'abord, très simplement, très concrètement, par le surgissement sur la scène sociale de nouvelles professions. C'est au XIXe siècle, en effet, qu'apparurent l'ingénieur, l'entrepreneur, le capitaine d'industrie, l'homme de presse, l'homme politique, sans oublier la cohorte des arrivistes et des parvenus dont la figure ne tardera pas à envahir les romans. Ces acteurs nouveaux de la vie sociale avaient un trait commun. Ils étaient résolument engagés dans l'action et ils mettaient au service de leur action une énergie sans borne en raison même de l'effondrement de l'Ancien Régime. La chute de l'Ancien Régime en 1789 avait profondément modifié la donne sociale. Il avait rebrassé les cartes. Sous l'Ancien Régime, il était quasiment impossible à un individu de sortir de sa condition. Chacun était appelé à exercer la même occupation professionnelle que ses parents. Or, la Révolution française décréta l'abolition des ordres qui encadraient les individus et fixaient à l'avance leur sort, et proclama le droit pour toute personne d'occuper n'importe quel emploi, d'exercer n'importe quel métier, à la seule condition d'avoir la compétence requise. De ce fait, la révolution libéra les ambitions individuelles, des ambitions qui jusqu'alors avaient été, pour ainsi dire, comprimées, et déverrouilla les aspirations. Il inocula en chaque individu un appétit de réussite qui eût été inimaginable auparavant, et déclencha un puissant mouvement de mobilité sociale ascendante. Ce n'est pas un hasard si le mot de réalisation de soi est apparu justement à cette époque. Ces premières occurrences dans notre langue sont attestées à partir du début du XIXe siècle. La réalisation de soi s'est présentée au début très prosaïquement, comme un désir, au demeurant tout à fait légitime, de promotion sociale, ainsi qu'en témoigne l'histoire de Julien Sorel, le héros du rouge et le noir. Julien était un représentant typique de la nouvelle génération issue de la Révolution française pour qui, tout à coup, s'ouvraient les portes de l'ambition. 30 ans auparavant, ce simple fils de charpentier aurait dû se résigner à être charpentier comme son père. La Révolution étant passée par là, et c'est que désormais il peut virtuellement tout faire, tout entreprendre, tout espérer, d'autant qu'il est un jeune homme particulièrement doué, officier ecclésiastique, politique, politicien plutôt, capitaine d'industrie, savant, et n'est rien a priori qui soit impossible pour lui. Contrepartie qu'il tirera, finalement, de ses possibilités, quant à l'usage qu'il fera de ses dons exceptionnels, c'est une autre affaire. Julien Sorel,
on le sait, brûlera sa vie. Il gaspillera son talent et finira sur l'échafaud. Il y a un deuxième signe par lequel s'est révélée la promotion de la vita activa à partir du XIXe siècle, ce fut l'apparition dans l'opinion, ou pour reprendre une expression chère aux sociologues, dans la conscience collective. De nouveaux héros, des héros capables d'enflammer les imaginations. Ces héros s'imposèrent comme des figures identificatoires, des modèles auxquels chacun s'efforçait de ressembler. Jusque dans les années 1960, on continuait de les invoquer au sein des mouvements de jeunesse. Leur nom, je m'en souviens, était constamment cité par les aînés qui animaient les groupes de chœurs vaillants et de scouts auxquels j'ai appartenu dans mes jeunes années. Qui étaient ces héros? Buron, qui s'engagea aux côtés des Grecs contre les Ottomans, Gustave Eiffel, l'ingénieur visionnaire, Livingstone, l'explorateur intrépide de l'Afrique, Gambetta, le libérateur du territoire en 1870, Lyautey, bâtisseur de notre empire colonial, Guynemer, Mermoz, Saint-Exupéry, pionnier de l'aviation, Alain Bombard, qui réussit la première traversée de l'Atlantique en bateau pneumatique, et bien d'autres encore. Ces héros firent rêver des générations entières. Auréolés d'un immense prestige, ils apparaissaient comme des types humains pleinement réalisés. Ils étaient célébrés comme des symboles de vie accomplie. Or, ils se caractérisaient tous par l'extrême tension de leur être. Ils étaient des sangs du condensé de ténacité, de persévérance, de volonté. Le besoin d'agir constituait le ressort de leur psychologie. À la prochaine épisode, je vous laisse et à suivre.